Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre cet après-midi les travaux de la commission d'enquête du Sénat sur la privatisation des autoroutes. Les sénateurs entendent aujourd'hui Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et qui était l'artisan de cette privatisation des autoroutes en 2006. Il avait défendu cette décision comme une bonne affaire pour l'État. Je vous laisse écouter cette audition. Monsieur le Président, je suis très heureux d'être devant votre commission d'enquête sur un sujet aussi important. Très heureux parce que cela permet de dire des choses qui, je crois, n'ont pas été dites. Très heureux ensuite parce qu'il s'agit du Sénat où, comme vous le savez, mon père a été président de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées pendant de nombreuses années et qu'il a démissionné au jour de ma nomination comme ministre des Affaires étrangères. Il y a 15 ans, mon gouvernement a décidé, sous l'autorité du président de la République, la cession par l'État de ses participations dans les sociétés concessionnaires qu'il détenait encore. Il vous appartient, dans le cadre de votre commission d'enquête, d'apprécier les conditions dans lesquelles cette décision a été prise. Je voudrais, en préambule, rappeler les 4 questions qui se posaient à nous à l'époque, en vous demandant de bien vouloir garder à l'esprit une considération essentielle. Le choix de 2005 sur les autoroutes ne peut pas être dissocié de la stratégie globale choisie par mon gouvernement. Première question, pourquoi ce choix d'une cession ? Ce choix est fondé sur une conviction pour avancer, s'adapter, se réformer. La France a besoin d'un État fort, ce qui implique une certaine idée de l'État soumis à une triple exigence d'unité nationale. Le défi était de taille après le 21 avril 2002 et le référendum constitutionnel européen manqué, de consolidation et donc de rigueur, car il faut tenir les cordons de la bourse, de modernisation pour adapter la France à un monde qui bouge. D'un côté, l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001 et de l'autre, les efforts de l'Allemagne dans le cadre de l'agenda 2010. Cette idée de l'État s'incarne dans une stratégie économique que j'ai présentée lors de ma déclaration de politique générale avec pour question centrale comment retrouver des marges de manœuvre pour engager la bataille de l'emploi, investir dans l'avenir et en même temps se désendetter. Ma responsabilité était, sans renoncer aux principes essentiels, d'arbitrer entre différentes exigences, c'est-à-dire préparer l'avenir par une stratégie industrielle, une politique d'innovation et de compétitivité ambitieuse, mais aussi se désendetter pour préserver notre souveraineté. Avec Thierry Breton, nous avons mené cette bataille, désireux de créer une prise de conscience collective. C'est le sens du rapport commandé à Michel Pébreau, comme de l'organisation de la première conférence des finances publiques avec les représentants des collectivités territoriales et les partenaires sociaux. Nous n'avons pas cédé face à Bercy contre le ministère des Transports. Nous avons pris en compte l'exigence de réduction de la dette portée par le ministère de l'Économie, tout en donnant au ministère des Transports les moyens d'investir. En matière de transport, nous avons voulu aussi être à l'initiative. En 2005, le secteur des autoroutes était arrivé à maturité, mais nous étions, pour mener à bien la modernisation de nos transports, face à une double impasse. Une impasse de financement. On avait pu croire avec la création de l'AFIT en 2003 que les questions de financement des infrastructures de transport étaient résolues. Malheureusement, dans les mois qui ont suivi, la capacité à investir n'était pas au rendez-vous. Les dividendes autoroutiers affectés à l'AFIT ne représentaient que 332 millions d'euros en 2005, ce qui ne nous donnait pas de marge de manœuvre pour un plan de relance. Le budget de l'AFIT en 2005 n'était que de 1 milliard d'euros et largement affecté à des investissements déjà lancés. Seconde impasse. Une impasse de gouvernance dans la gestion des sociétés d'autoroutes, l'État étant des deux côtés de la table, se retrouvant juge et partie, actionnaire et régulateur, concédant et concessionnaire, pris entre des exigences contradictoires. Ainsi, l'État, comme les autres actionnaires des sociétés d'autoroutes, avait intérêt à des dividendes élevés, ce qui n'allait pas dans le sens de la protection des usagers contre les hausses de tarifs. La Cour des comptes a ainsi souligné dans son rapport de 2008 un certain nombre de dérives anciennes, coups de pouce tarifaires non justifiés et pratiques du foisonnement consistant à affecter les hausses aux sections à fort trafic. Les administrateurs représentant l'État au conseil d'administration des sociétés concessionnaires se trouvaient en outre tiraillés entre les intérêts de l'État concédant et les intérêts des sociétés qu'ils devaient, comme tout administrateur, défendre en priorité. En particulier, les représentants de l'État ne pouvaient pas participer aux décisions du conseil d'administration sur les relations avec l'État, notamment sur les contrats de concession. Cela au titre de leur responsabilité générale de mandataire social, devant agir dans l'intérêt social du concessionnaire et du régime spécifique des conventions réglementées. Ce n'était évidemment pas le cas des autres administrateurs et en particulier des actionnaires privés minoritaires.
Ainsi, du fait de l'alignement sur le droit commun des sociétés et la présence d'actionnaires privés à ses côtés, l'État était en fait devenu un actionnaire en grande partie passif, soumis aux décisions des actionnaires minoritaires, se contentant d'encaisser année après année sa part de dividendes. On le voit bien à travers ces difficultés de gouvernance. L'État est pleinement dans son rôle lorsqu'il est autorité organisatrice, lorsqu'il est concédant. En tant qu'actionnaire de sociétés concessionnaires, il ne peut jouer qu'un rôle limité. Dans ce contexte, nous avons jugé nécessaire de clarifier la position de l'État, de sortir de cette situation d'un État empêché financièrement et juridiquement. Deuxième grande question, quel est le champ et la portée de notre décision? Gouverner, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est s'endetter. C'est pour ces raisons politiques, économiques et de politique des transports que mon gouvernement a décidé de vendre les parts que l'État français détenait dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Notre choix a été de valoriser notre participation dans un secteur mature pour réinvestir les sommes ainsi dégagées dans le désendettement et le financement de nouvelles infrastructures. Cette cession a rapporté 14,8 milliards d'euros. Nous avons décidé de l'affecter à deux priorités, près de 11 milliards au désendettement de l'État. 11 milliards d'euros, c'est considérable, même rapporté à notre stock de dette de l'époque d'un peu plus de 1000 milliards. Je rappelle que l'endettement public a reculé de 2,8 en part du PIB entre 2005 et 2007. En 2007, la dette publique ne représentait selon l'INSEE que 64,5% du PIB contre 67,3% en 2005. Avec ce mouvement de baisse, le premier depuis le gouvernement Barre, nous avons voulu créer un électrochoc, montrer qu'il était possible d'inverser la tendance. Pour le reste, 4 milliards ont été affectés à l'AFITF pour financer les nouvelles infrastructures plus respectueuses de l'environnement. En 2005, un audit sur le réseau ferroviaire, le rapport Rivier, souligne sa dégradation et l'urgence d'un effort massif de réinvestissement. Sur la base de cet audit, avec Dominique Perben, nous avons mis fin à la logique d'étranglement de la maintenance du réseau et nous avons lancé le premier plan de rénovation de notre réseau national pour améliorer la qualité du train du quotidien. Ces décisions étaient attendues et n'étaient pas possibles avant 2005 en l'absence de ressources suffisantes. Au-delà de ce réinvestissement massif dans les trains du quotidien, nous avons engagé la réalisation de 4 lignes à grande vitesse, Bordeaux, Rennes, Montpellier, Rhin-Rhône, inauguré la première phase du LGV Est, conclu avec les collectivités le financement de la préparation de la deuxième phase. Tous ces projets sont aujourd'hui en service. Il faut bien rappeler que nous n'avons pas décidé la privatisation des autoroutes. Les autoroutes françaises font partie du domaine public. Contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre, l'État en est toujours le propriétaire. À la fin des contrats de concession, nos autoroutes ne disparaîtront pas et demeureront la propriété des Français. À la fin des contrats, soit dans les conditions de 2005 à compter de 2028, l'État récupérera une infrastructure en très bon état, améliorée sur la base des travaux de rénovation et d'aménagement imposés par les cahiers des charges de l'État. Ce que nous avons cédé, ce sont les parts de l'État dans les sociétés chargées d'exploiter les concessions autoroutières. Cette décision, que beaucoup ont voulu présenter comme une rupture, s'inscrit en réalité dans une histoire longue, marquée par le tournant de 2001, justifiée par la nécessité d'ouvrir le secteur autoroutier à la concurrence avec la fin de l'adossement, de trouver de nouveaux financements et de se conformer au droit européen. Le premier choix a été celui de la concession et du péage en 1955 sous forme de société d'économie mixte. Le second choix, dans les années 70, a été celui de la création de sociétés totalement privées. Ce choix fait sous Georges Pompidou a été renouvelé sous Lionel Jospin avec des concessions telles que l'A28 Rouen-Alençon, l'A86 Ouest ou en 1998 le viaduc de Millau avec Jean-Claude Guessot, ministre des Transports. Le troisième choix, le vrai tournant, a eu lieu en 2001 avec la transformation des sociétés d'économie mixte en sociétés anonymes de droit commun et dans la foulée l'ouverture du capital d'ASF en mars 2002 sous Lionel Jospin. Cette politique a été poursuivie par mon prédécesseur Jean-Pierre Raffarin avec l'ouverture du capital d'AP2R en novembre 2004 et Sanef en mars 2005. Des investisseurs privés ont pu ainsi acquérir, selon les sociétés, entre 50 et 26% du capital des sociétés, toutes les trois cotées en bourse. Pour préparer cette ouverture du capital, des relations entre l'État et ses sociétés avaient été remises à plat en 2 étapes.
celle de 1994 sous le gouvernement d'Édouard Balladur, avec le regroupement et la recapitalisation des sociétés, ainsi que la définition de la règle d'évolution des tarifs, sur la base de laquelle la privatisation a été faite. Celle de 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin, qui a consisté à supprimer certains avantages des sociétés, tels que la garantie de reprise de passifs par l'État en fin de concession. En contrepartie, les sociétés ont bénéficié d'un allongement de la durée de leur concession. Ce schéma a été validé par la Commission européenne. En 2005, les sociétés concessionnaires étaient déjà totalement ou partiellement privées. L'État contrôlait en fait à peine plus de 50% du secteur, moins de 62% si on ne prend pas en compte la société concessionnaire déjà entièrement privée, Cofiroute. Ce que j'ai décidé en 2005, c'est donc de mener à son terme le processus déjà engagé de cession des parts publiques dans les sociétés concessionnaires, liées à l'État par des contrats déjà signés, déjà négociés et même renégociés. Ce choix marque-t-il un recul de l'État? Je ne crois pas, car dans ce cadre clarifié, l'État reste le gardien des intérêts publics au travers de deux responsabilités, celle de concédant et celle de régulateur. L'État reste propriétaire des autoroutes et peut assumer pleinement son rôle de concédant. C'est lui qui définit la taille du réseau, le niveau de service, les enjeux de sécurité, les principes de fixation des péages. L'État est aussi régulateur. Sous la houlette de Dominique Perben, les contrats de concession ont été modifiés pour renforcer les obligations des concessionnaires dans le service rendu, dans les questions de sécurité, dans la gestion de crise, où l'État reprend toujours la main à travers les préfets, ou encore l'accès du concédant aux informations. Les principales modifications ont été publiées en amont de la remise des offres finales, de façon à être prises en compte dans les engagements des candidats. Ainsi, pour le renforcement des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation des contrats de travaux, pour le renforcement des obligations d'information du concédant, pour la présence d'un commissaire du gouvernement aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales, pour l'harmonisation et le renforcement des dispositions concernant la politique d'exploitation et de sécurité, la qualité du service aux usagers, pour l'augmentation du montant des pénalités de retard et d'exploitation en cas de manquement, pour la généralisation de la clause rendant obligatoire un état des lieux 9 ans avant la fin de la concession. Sur les clauses tarifaires, l'État n'a fait aucun cadeau. Ce sont les clauses préexistantes qui ont été maintenues. Les règles de fixation des péages sont rigoureusement les mêmes que celles définies antérieurement. En pratique, les péages ont, semble-t-il, augmenté moins vite avant 2005 qu'après. Nous n'avons pas changé ces règles tarifaires. Pour changer la durée et les péages des concessions, il aurait fallu modifier les contrats. Ces contrats ne peuvent pas être modifiés unilatéralement par l'État. Toute modification suppose un accord avec les sociétés concessionnaires. Nous l'avons vu en 2015, lors de la tentative du gouvernement de l'époque de décider un gel des péages, conduisant à l'impasse. Dans un cadre contractuel, l'État ne peut pas passer en force, d'autant que pour l'examen de tout projet de modification, les administrateurs de l'État, comme je l'ai indiqué, sont légalement obligés de se déporter, laissant ainsi les autres administrateurs seuls en position de décision. Ceux-ci, et notamment les minoritaires, n'auraient jamais accepté des clauses amputant substantiellement la valeur des sociétés. Ces contraintes ont été clairement rappelées par le ministre d'État Jean-Louis Borloo dans sa réponse au rapport de 2008 de la Cour des comptes. Je le cite, « Les mandataires sociaux ne peuvent conclure un avenant ou un contrat d'entreprise avec l'État qu'à la condition qu'il soit conforme à l'intérêt social de l'entreprise, compte tenu de l'impact des clauses tarifaires sur les revenus futurs des sociétés. Leur durcissement est à l'évidence difficile à faire accepter. Que l'entreprise soit publique ou privée ne change rien à la responsabilité des mandataires sociaux, telle qu'elle est par exemple sanctionnée par l'article L242-6 du Code du commerce, article, je le rappelle, qui prévoit des sanctions pénales. Troisième grande question, quelles ont été les modalités de l'opération? D'abord, la procédure politique. J'ai présenté le cap retenu le 8 juin 2005 au Parlement lors du discours de politique générale. Ce discours a été suivi d'un vote de confiance. La décision d'autoriser le transfert des parts de l'État dans les sociétés d'autoroutes est une décision que j'ai prise en plein accord, bien sûr, avec Jacques Chirac, par décret des 2 février, 16 février et 8 mars 2006. Nous avons sollicité le Conseil d'État sur la procédure à suivre. Celui-ci a rendu un avis en Assemblée générale confirmant la régularité de la procédure retenue par le gouvernement. Le Conseil d'État nous a en particulier confirmé que la poursuite de la cession des parts ne nécessitait pas de vote du Parlement, notamment parce qu'il n'y avait pas, contrairement par exemple au projet d'ouverture du capital d'ADP, de transfert du domaine public.
Je rappelle pour autant qu'avant la cession effective des parts de l'État, le Parlement a été saisi du projet de loi de finances pour 2006, dans lequel étaient retracées les conséquences de la vente de nos participations. Le Parlement a adopté la loi de finances avec l'affectation des recettes de cession. Partant de là, l'État s'est mis en bon ordre de marche. Au niveau du gouvernement, avec l'action concertée de Thierry Breton, ministre de l'économie, et de Dominique Perben, ministre des Transports. Au niveau des services de l'État, avec l'action de l'Agence des participations de l'État, chargée de piloter le processus de privatisation. L'APE s'entoure pour ses opérations de conseil financier et juridique de haut niveau. La DGITM, de son côté, a pleinement joué son rôle dans les cahiers des charges et la révision des clauses contractuelles qui pouvaient l'être. Deuxièmement, la procédure technique. La procédure retenue est celle qui donne le plus de poids aux intérêts de l'État. Sachant que l'État est faible lorsqu'il négocie de gré à gré et qu'il est fort lorsqu'il lance un appel d'offres ouvert et concurrentiel pour obtenir le meilleur prix, nous avons lancé un appel d'offres ouvert et compétitif auquel ont participé 18 candidats, français et étrangers, majoritairement, je le souligne, des opérateurs industriels de premier rang et non des fonds. C'est le moyen le plus efficace pour obtenir le meilleur prix. Enfin, nous avons fait le choix d'une gouvernance apportant toutes les garanties nécessaires. La mise en œuvre de notre décision s'est faite sous le contrôle de plusieurs autorités. Nous y reviendrons plus en détail si vous le souhaitez. Le Conseil de la concurrence, la Commission des participations et des transferts, la Commission européenne. Par ailleurs, nous avons aussi décidé, pour rendre la procédure irréprochable, de nommer Jean-Louis Faure, ancien secrétaire général de la Commission bancaire, pour veiller au bon déroulement de la procédure. Enfin, quatrième question. Les intérêts de l'État ont-ils été bien préservés ? Concernant les intérêts de l'État, nous avons d'abord cherché à garantir un juste prix. Quels sont les repères chiffrés réunis par l'Agence de participation de l'État et qui ont été partagés à l'époque au sein de l'État lorsque nous avons lancé le processus ? Si on regarde le cours de bourse des 3 sociétés concernées, les participations de l'État valaient 11,5 milliards d'euros avant que j'annonce leur vente le 8 juin 2005. Le rapport du député Hervé Mariton, réalisé avant cette annonce, avait évalué entre 10 et 12 milliards la valeur des participations. La Commission des participations et des transferts a quant à elle estimé la valeur à minima qu'en devait attendre l'État à 12,8 milliards d'euros. Quel prix avons-nous obtenu ? Nous en avons obtenu 14,8 milliards d'euros, soit 30% de mieux que le dernier cours de bourse. C'est un résultat qui était dans la fourchette haute de nos attentes et des modèles financiers d'évaluation des sociétés concernées. Compte tenu de la part des autres actionnaires, cela donne une valeur totale des sociétés de 24 milliards d'euros. Ce chiffre figure, en note de bas de page, au rapport de la Cour des comptes de 2009, qui précise la valeur globale des 7000 km d'autoroutes publiques dont la concession a été privatisée en 2006, qui a été estimée à 24 milliards d'euros et leur cession a rapporté 14,8 milliards d'euros à l'État. Je souligne le risque de malentendu et j'insiste sur le terme malentendu, lié à l'interprétation du chiffre de la Cour des comptes à l'origine de beaucoup de polémiques. 24 milliards d'euros, c'est la valeur de 100% des parts des 3 sociétés. 14,8 milliards, c'est la valeur des parts détenues par l'État, soit en moyenne 61,7%. Ces 2 chiffres ne se contredisent donc en rien. S'agissant de la plus grosse de ces 3 sociétés, ASF, dont l'État ne détenait plus que 50% du capital suite à sa mise sur le marché au prix de 24 € par action sous le gouvernement de Lionel Jospin, nous avons obtenu 51 € par action. Ainsi, nous avons vendu le solde de la participation de l'État dans les sociétés concessionnaires au mieux de leur valeur à l'époque. Et je souligne 2 points essentiels. Ce sont les soumissionnaires qui proposent, dans le cadre d'une procédure compétitive et ouverte, le prix d'acquisition selon des méthodes classiques d'évaluation multicritères. Et c'est la Commission des participations et transferts, et elle seule seulement, qui valide que ces prix sont au-dessus du seuil, qui garantit parfaitement les intérêts de l'État. Elle valide donc implicitement le juste prix, et ses avis sont publics. Votre commission peut accéder à toutes ces données pour établir de façon transparente comment les sociétés ont été valorisées. Ainsi, nous avons vendu le solde de la participation de l'État dans les sociétés concessionnaires au mieux de leur valeur à l'époque. Je souligne que l'Agence des participations de l'État a conservé forcément toutes ces données. Votre commission peut les trouver assez facilement. Partant de là, les intérêts de l'État ont été pris en compte à chaque étape. Premier constat, l'État a bien tenu ses promesses en affectant le produit de la vente au désendettement et à l'investissement. Deuxième constat, au-delà de la vente initiale, l'État continue de percevoir des taxes importantes assises sur les péages, essentiellement la TVA,
des taxes spécifiques comme la redevance domaniale et la taxe d'aménagement du territoire affectée à l'AFITF et l'impôt sur les sociétés, c'est au total de l'ordre de 5 milliards que l'État encaisse annuellement, soit plus de 40% des péages. Troisième constat, la qualité du service est assurée et on s'accorde à reconnaître que nos autoroutes sont parmi les meilleures d'Europe et du monde. Quatrième constat, l'État récupérera à la fin des concessions une infrastructure autoroutière en bon état, améliorée des travaux réalisés par les concessionnaires. On voit d'ailleurs que le réseau routier et autoroutier placé sous la responsabilité directe de l'État vieillit et connaît des problèmes d'entretien importants. Je pense en particulier au réseau francilien. Aujourd'hui, le patrimoine autoroutier français concédé est en meilleur état, faut-il le rappeler, que le patrimoine routier resté sous la gestion opérationnelle publique. En conclusion, je voudrais formuler 3 vœux devant votre commission. D'abord, ne pas céder au chronocentrisme, c'est-à-dire à ne pas juger avec les critères d'aujourd'hui une décision prise à une date antérieure, soit de bien prendre en compte les paramètres qui étaient les nôtres quand la décision a été prise. Ne pas perdre de vue que les concessions sont des contrats de long terme, qu'il faudra évaluer à leur terme, et que les risques et imprévus ne doivent pas être sous-estimés. Enfin, le choix de 2005 ne peut être dissocié de la stratégie globale choisie par mon gouvernement. Comme vous le voyez, mon gouvernement n'a pas bradé les bijoux de famille, pas plus qu'il n'a tué la poule aux œufs d'or, bien au contraire. La période 2005-2007 a été une période où la France, grâce aux marges de manœuvre dégagées, a su améliorer ses performances économiques, qu'il s'agisse de la baisse du chômage, de la réduction des déficits ou de la baisse de la dette. Nous avons obtenu dans cette période, en fin du mandat de Jacques Chirac, les meilleurs résultats économiques des 30 dernières années. En témoigne tout particulièrement la comparaison avec l'Allemagne, puisque notre bilan économique et financier était encore à cette date, en 2007, à l'avantage de la France. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de votre propos étayé, avec des précisions, je vais qualifier de remarquables. Mais je pense que notre rapporteur va vous demander des précisions complémentaires. Mais tout simplement pour rappeler qu'ici, il n'est pas du tout question de jugement des décisions prises, mais que nous sommes ni des concessions autoroutières, ni du modèle concessif. Il n'est pas de notre propos, mais en tous les cas, de faire des propositions à l'État pour renforcer son rôle dans la négociation. Et on dit un peu dans notre commission rééquilibrer le rapport de force entre les sociétés autoroutières et les représentants de l'État qui travaillent à leur côté. J'ai fait un petit lapsus, Monsieur le Président, si vous permettez. J'ai indiqué, je me suis trompé. La vérité, c'est que les péages ont augmenté moins vite après 2005, qu'avant. Oui, j'avais noté. Voilà. Sinon, donc je corrige ce petit lapsus, si vous permettez. C'est corrigé. Ce sera corrigé au compte rendu. Vous êtes gentil. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Sur ce dernier point, juste une précision quand même, il faut ça a augmenté moins vite, mais aussi par rapport à l'inflation qui était moins importante à ce moment-là, sur cette période-là. Parce que quand on compare l'augmentation des tarifs par rapport à l'inflation sur la période, le pourcentage, par contre, de différence est un peu plus supérieur. Donc voilà, mais c'est pour préciser un petit peu les choses sur ce plan-là. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, d'avoir tenu à peu près les délais à 1 minute près, mais c'est quand même remarquable, et d'avoir excellemment bien préparé votre audition. Donc, vous nous avez rappelé pas mal de choses, le contexte, ce qui est important, hein, effectivement, dans une décision, la politique était suivie, les souhaits. Alors, j'entends tout ça, la régularité de la procédure, tout ça, j'entends parfaitement. Et vous avez très bien défendu votre action, vos décisions, et voilà. Alors, j'ai plusieurs questions. D'abord, quand on choisit de transformer l'ESSEM en SA en 2001, c'est pas vous, hein, c'est Lionel Jospin, et il ouvre à cette époque-là le capital d'ASF. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision? Est-ce que vous l'auriez prise? Qu'est-ce qui, selon vous, justifiait cette décision de commencer à mettre 20% du capital sur le marché? En tout cas, de céder ces 20% de capital à l'époque. Ensuite, dans la procédure de privatisation, vous avez bien rappelé les chiffres, hein, 14,8 milliards touchés par l'État, mais pour les participations qui lui restaient à ce moment-là, et finalement 24 milliards payés par les... Parce que avant 2001, l'État était, à travers différents organismes ou autres, était propriétaire à 100%. On est d'accord, sauf de Cofiroute. Cofiroute ne rentrait pas dans les privatisations. Donc, en dehors de Cofiroute, l'État, avant 2001, était à 100%.
finalement, entre 2001 et 2006, on dépense, les actionnaires, pour se rendre propriétaires d'ASF, dépensent 24 milliards et l'État touche finalement 14,8 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence qui vient, selon moi, de la procédure suivie, à la fois d'ouverture des 20% de capital d'ASF par Lionel Jospin en 2001, et aussi par la procédure suivie pour la mise sur le marché du reste des titres, puisque ça a été fait en 2 temps. Avec une première partie qui est partie à un cours de bourse assez plus faible, et ensuite une augmentation de ce cours de bourse. Et puis sur un des lots, justement, le lot qui finalement revenait à Vinci, sans concurrence. Parce que vous avez cité qu'il y avait 18 groupes, mais finalement, sur un des lots, et le plus important, finalement, il n'y avait qu'un seul concurrent, et ce concurrent a fait une offre qui était moins élevée par rapport au prix minimum fixé que celui des 2 autres lots qui étaient avec plus de concurrence. Donc ça montre quand même qu'il y a eu sans doute quand même un petit problème de procédure qui n'est pas forcément lié aux décisions de votre gouvernement, je n'en sais rien, mais j'aimerais que vous nous disiez un peu ce que vous en pensez par rapport à cela. Troisième question, est-ce que, alors plus d'ailleurs en 2001, au moment de la transformation des SEM en SA que peut-être après, mais est-ce qu'à ce moment-là, il n'était pas souhaitable, avant de céder au privé, de mettre ces contrats et ces sociétés en vente, est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable de revoir quand même et de mettre à jour les contrats? Parce que les contrats dataient quand même d'une plusieurs dizaines d'années. Et visiblement, alors c'est Elisabeth Borne qui les a traités de monstres aujourd'hui, mais en tout cas, on avait des contrats qui auraient sans doute mérité un toilettage. Est-ce que ça a été un sujet qui a été évoqué à l'époque? Est-ce que finalement vous étiez assez pressé, vous avez dit on n'a pas le temps de le faire, ou est-ce que c'est simplement en toute connaissance de cause, vous avez dit c'est pas la peine de le faire? Voilà, moi j'aimerais comprendre ça. Et puis, ce qui intéresse pas mal notre commission, c'est quand même l'avenir. Le passé, c'est bien, mais c'est passé. Vous avez bien défendu votre bilan et vos actions. Maintenant, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si vous étiez encore Premier ministre? Et est-ce que sur le sujet, vous pensez qu'il y aurait des choses à faire pour préparer la fin des concessions, sachant qu'il y a déjà eu des évolutions quand même sensibles en 2015? Est-ce qu'il y a des choses complémentaires que vous feriez, que vous préconiseriez pour que l'État soit peut-être un petit peu plus fort dans les négociations? Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le Premier ministre. Merci à vous, monsieur le rapporteur général. Concernant la première question, le choix d'ouvrir le capital d'ASF et d'une manière générale le tournant de 2001. Je crois qu'il faut être juste et se rappeler que dans cette période, il y avait un choix qui était aiguillonné, ou plus ou moins contraint. À la fois la nécessité de se conformer aux exigences de la Commission européenne, ça pesait lourd, à la fois la nécessité, pour des raisons de besoins financiers, de s'ouvrir aux sociétés. Non, mais la Commission européenne était favorable à l'ouverture à la concurrence, donc c'était un argument important dans le fait de modifier la situation qui était la nôtre. Nous nous retrouvions par rapport aux autres sociétés dans le cadre européen un petit peu comme un cas isolé. Donc il y avait une exigence d'ouverture du cadre des concessions au privé, il y avait une exigence de mise en conformité concernant notamment la durée des concessions. Nous étions obligés de passer par l'aval de la Commission européenne, et il y avait une troisième exigence qui était l'alignement sur le droit commun des sociétés d'autoroutes. L'alignement sur le droit commun, l'alignement sur le droit des sociétés anonymes. Donc il y avait là une obligation. Nous aurions pu, et peut-être aurait-il fallu le faire, à cette époque-là, revoir le cahier des charges, revoir les contrats eux-mêmes. Quand nous héritons de la situation en 2005-2006, j'allais dire c'est presque trop tard, puisque nous sommes dans des sociétés qui sont ouvertes aux minoritaires et qui nous placent dans la situation que j'ai essayé de... Pas toutes, elles n'étaient pas encore toutes ouvertes, non? Elles étaient toutes ouvertes à ce moment-là? Tout était ouvert aux minoritaires, et c'est ce que j'ai voulu indiquer et qui me paraît important.
c'est le dispositif qui régissait en particulier les conventions réglementées et le dispositif d'obligation pour les représentants de ces sociétés, en tant que mandataire social, de respecter l'intérêt des actionnaires et l'intérêt de l'entreprise. Donc vous voyez bien, c'est une notion qui est souvent peu prise en compte, c'est que nous n'étions pas libres complètement de nos choix à cette époque, compte tenu du droit des sociétés, compte tenu du contexte dans lequel nous agissions. Donc on veut penser qu'il aurait suffi d'eux. Les choses n'étaient pas si simples après 2001. Monsieur le Premier ministre, pour que je comprenne bien, la Commission européenne souhaitait qu'il y ait dans les sociétés concessionnaires à l'époque qui étaient publiques de la concurrence. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres pays européens qui avaient le même système de sociétés publiques qui Écoutez, dans mon souvenir, il y avait un mouvement qui s'organisait au sein de l'Europe et qui posait problème, voilà, qui poussait dans ce sens-là. Donc le contexte était bien 3 mouvements en 2001, à la fois le mouvement dans le sens de l'ouverture au privé, le mouvement dans le sens donc de l'ouverture à la concurrence, l'alignement sur le droit des sociétés qui créait en termes de gouvernance des sociétés des contraintes importantes. Et pour ce qui est de la contrepartie qui a été donnée à certaines sociétés d'allongement de la durée, il fallait l'accord de la Commission européenne, ce qui a été donné à cette époque. Donc on est dans un système qui est relativement verrouillé et sur lequel nous n'avons pas, en 2005-2006, de marge de manœuvre importante parce que nous nous retrouvons dans le cadre de conseils d'administration où nous avons une position qui est difficile à faire entendre puisque les administrateurs de l'État doivent se déporter dans un grand nombre de cas dès lors qu'on parle notamment de la question des tarifs et de la durée et dès lors que les différents mandataires sociaux sont censés représenter l'intérêt général des entreprises. Donc nous ne sommes pas en mesure de faire exactement ce que nous aurions souhaité faire ou voulu faire à ce moment-là. Alors, deuxième élément, sur la procédure concernant Vinci, un seul concurrent, c'est le principe de tout appel d'offres. On est dans un appel d'offres, tout ceci se passe complètement en dehors de toute interférence et de toute volonté politique. On a une procédure définie par l'Agence des participations, la Commission nationale des participations et des transferts. Tout ceci se fait donc sous le contrôle de ces commissions qui sont indépendantes et qui vérifient la conformité de cela. Heureusement, le pouvoir politique n'a pas le moyen de rentrer dans ces débats et ça se fait en plus avec les avis pris, je l'ai cité tout à l'heure, le Conseil de la concurrence et l'ensemble des différentes instances qui se sont prononcées sur ce débat. Alors, concernant... Oui, ceci étant, excusez-moi, Monsieur le Premier ministre, mais quand on fait des appels d'offres ou autres, on peut les déclarer infructueux si on considère qu'il n'y a pas eu des réponses satisfaisantes ou suffisamment de concurrence. À un moment donné, sur les 3 lots, on aurait très bien pu se dire, on n'a qu'une seule réponse, on considère qu'on remet en question et en jeu ce lot-là. Sachant qu'on peut attribuer les autres en considérant qu'il y a suffisamment de concurrence. Mais monsieur le rapporteur général, le prix minimum qui avait été donné par la Commission des participations et des transferts était de 47 € et nous avons obtenu 51. Donc nous sommes tout à fait dans les clous. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ce sont des procédures qui ont leurs règles et qui ont été entièrement respectées. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'idées reçues qui pèsent lourdement sur ces questions. Je pense en particulier en ce qui concerne le prix, puisque vous évoquez le prix. La Cour des comptes, à l'époque, en 2008-2009, nous avait reproché de ne pas avoir mis suffisamment de conseils autour de la table. On n'aurait eu qu'un seul banquier. En fait, nous avons eu à l'époque 2 banquiers, je le rappelle, Goldman Sachs et BNP Paribas. On nous a reproché un prix trop bas. Et j'ai entendu devant votre commission le plaidoyer qui a été fait par Gilles Carrez sur le fait que le prix aurait été trop bas et qu'il aurait fait travailler à l'époque le commissariat au plan, qui aurait défendu un prix très supérieur à celui qui était obtenu. Il faut se rappeler ce que dit le Conseil d'État dans sa décision du 27 septembre 2006, par lequel il a rejeté le moyen avancé par François Bayrou et 2 associations de défense des usagers qui soutenaient que la valeur minimale de cession avait été sous-évaluée par la Commission des participations, notamment du fait d'un taux d'actualisation supérieur à celui préconisé par le Commissariat général du plan. Le Conseil d'État a démontré
qu'augmenté pour prendre en compte l'inflation et la légitime prise de risque, le taux d'actualisation suggéré par le plan aurait en réalité conduit à une valeur des titres inférieure à celle évaluée par la Commission des participations. Le Conseil d'État a par ailleurs souligné que la valorisation retenue était supérieure tant au cours de bourse constaté sur les mois ayant précédé les transferts qu'aux estimations effectuées par les experts. Donc vous voyez que les deux sources de polémique, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si vous me le permettez, les deux sources majeures de polémique sur ce dossier dans les années qui ont suivi 2005-2006, concernant le prix, un prix trop faible et intellectualisation qui aurait été trop élevé, ne correspondent pas à la réalité. Donc les polémiques s'agrègent sur des choses qui ne correspondent pas à la réalité, et à partir de là, effectivement, l'opinion publique ne comprend pas et elle a le sentiment qu'on a bradé les intérêts de l'État. Cela n'a pas été le cas, je le précise. Il y a un autre argument qu'a pris la Cour des comptes sur la vente, et qui nous a été reproché à l'époque, c'est l'idée que nous aurions obtenu un meilleur prix si nous avions au préalable désendetté les sociétés. Vous savez que c'était de l'ordre de 18 à 20 milliards d'endettement que les sociétés privées ont repris. Mais cela n'était ni possible ni souhaitable. Il aurait fallu injecter alors plus de fonds publics. Et pour quel bénéfice? Les actionnaires privés ont fait le contraire en augmentant le levier financier des sociétés et donc leur endettement. Donc il y a un certain nombre d'idées reçues, de serpents de mer qui circulent comme cela sur ces dossiers qui méritent à mon sens, et je vous en remercie, d'être corrigés. Alors pour l'avenir, vaste sujet, je crois que la première règle qui me paraît importante, c'est la nécessité pour l'État de renforcer sa capacité de régulation économique des monopoles naturels. Et je souscris pleinement à ce que vient de dire Ségolène Royal devant votre commission. Il n'y a pas de fatalité. La question d'ailleurs en 2006-2008 ne se posait pas du tout dans les termes où les choses se posent depuis, avec le paquet vert de 2010, avec le plan de relance autoroutier de 2015, corrigé par le plan d'investissement de 2018. Donc les choses se présentent aujourd'hui différemment. Mais dans les années qui ont suivi la privatisation des sociétés, l'État disposait de tous les moyens pour se faire respecter. Et la citation que j'ai donnée de Jean-Louis Borloo, qui est dans le rapport de la Cour des comptes, montre bien que nous avons la capacité administrative. Mais bien sûr, dès lors que nous avons aussi la capacité et la volonté politique, et Ségolène Royal a eu raison de dire, malheureusement, trop souvent dans ces années-là, la volonté politique a pu faire défaut. Mais face à 3 sociétés concessionnaires, vous ne m'expliquerez pas comment l'État n'est pas capable d'assurer sa fonction de régulateur, alors qu'il serait un formidable mainteneur, et vous ne m'expliquerez pas comment, revenant et remettant ces sociétés dans le giron public, tout à coup, tous les problèmes disparaîtraient. C'est totalement absurde. Si l'État n'est pas capable d'être un bon régulateur, par définition, il ne sera pas un bon mainteneur. Donc je crois que de ce point de vue, il faut remettre les pendules à l'heure, mais une fois de plus, le sujet des autoroutes en France, c'est bien plus que le sujet des autoroutes. C'est un sujet qui a valeur symbolique, qui a une valeur politique, et qui trop souvent a été traité au sein des ministères de façon technique. Il y a un rapport de force avec les sociétés d'autoroutes, nous les connaissons, mais ça existe dans tous les grands secteurs de l'État. Quand l'État discute avec les sociétés d'automobiles, quand il discute avec les sociétés aéronautiques, ce n'est pas dans les ministères techniques que ça s'arbitre. Eh bien, il n'y a pas de raison que les autoroutes, ce soit la sous-direction chargée du réseau qui se retrouve en première ligne devant des sociétés d'autoroutes. Ça me paraît un élément important et un élément à corriger dans l'avenir. Par ailleurs, je crois que la Cour des comptes, le Conseil de la concurrence, l'autorité de régulation des transports ont éclairé un certain nombre de voies de renforcement de la fonction de régulation qui me paraissent importantes, et je retiendrai 3 idées. La première idée, c'est le haut niveau de compétences et de professionnalisme requis. Beaucoup de ceux qui se sont présentés devant la Commission l'ont rappelé. Il faut une compétence technique, il faut une compétence juridique. Gilles de Robien a eu raison de le dire. Il faut être capable et à armes égales de capacité face aux sociétés d'autoroutes. Il y a une deuxième exigence qui est l'exigence de transparence. Elle n'a pas toujours existé tout au long des années. Elle me paraît essentielle dans la conduite de la régulation, notamment sur l'information des autorités publiques et la motivation des décisions. Dans le mandat qu'avait Dominique Perben en 2005-2006 pour durcir les atouts de l'État au sein
des cahiers des charges, il y avait cette exigence de transparence et d'information avec des clauses extrêmement exigeantes qui n'ont malheureusement pas été appliquées dans les années qui ont suivi. Il y a une troisième nécessité, c'est une pratique rigoureuse dans la gestion des contrats et de leur avenant, en particulier en ce qui concerne la question des allègements des concessions. À mon sens, là où nous ne parlons pas de la même chose, et là où les polémiques... Pardon ? Oui, les allongements. Oui, absolument. Là où nous ne parlons pas de la même chose quand le dossier est traité en 2006 et aujourd'hui, c'est qu'évidemment, les durées ne sont pas du tout les mêmes. On a beaucoup cédé à travers l'allongement des concessions et malheureusement, ces allongements ne sont pas soumis à une mise en concurrence, alors que celle-ci est souvent nécessaire pour la protection des intérêts de l'État. L'ART a mis en œuvre utilement ce principe de rigueur dans la définition des investissements et leurs modalités de prise en compte dans les avenants autoroutiers issus du plan de relance 2015. Je crois que c'est une bonne chose, mais cette dérive où l'État, parce qu'il n'est pas capable de trouver l'argent nécessaire, achète en quelque sorte par du temps les travaux qui doivent être faits, sans toujours vérifier, Ségolène Royal l'a redit, sans toujours vérifier que ces travaux ne sont pas déjà prévus dans son cahier des charges. De ce point de vue-là, l'État régulateur s'est montré faible et cet allongement de durée de concession a complètement modifié le regard que nous portons sur ces concessions, parfois même perverti, et je pense que cela a été une erreur. Je l'ai redit tout à l'heure, quand nous avons signé en 2006, les premières fin de concession, c'était 2027. Aujourd'hui, on parle de durée beaucoup plus longue. Ce n'est donc plus du tout la même chose. Je crois que dans un monde qui bouge extrêmement vite, et on le voit avec ce qu'on avait oublié, c'est que, y compris pour les concessionnaires, il y a des risques importants. On l'a vu avec la crise de 2008-2009, on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire. Ces risques qui sont majeurs, et ils ont peut-être vocation à s'amplifier dans les prochaines années. Et dans ce contexte-là, on n'a pas intérêt, sans clause de rendez-vous sérieuse et bien prévue, sans des durées raisonnables, à se lancer dans une aventure au long cours qui, forcément, joue contre les intérêts de l'État. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour revenir un peu en 2006, voire en 2001, les contrats, pour une précision que le rapporteur a une question du rapporteur sur les contrats qui ont couru finalement de 2006, les contrats précédents ont été maintenus en l'état et il n'y a pas eu de révision. Je suis assez fidèle à la question que tu souhaites poser. Non, mais j'ai entendu la réponse, hein, elle a été apportée, la réponse. Hein, si, je ne l'ai pas entendu, pardon. Si, bon, comme je l'ai entendu dans les propos de Monsieur le Premier ministre. Hein, j'ai entendu effectivement que ces contrats aurait dû sans doute être révisé au moment où c'était une société économique mixte et qu'il y avait 100%. Avant l'alignement de 2001. Voilà, avant l'alignement. Après c'était plus compliqué puisqu'il y avait des actionnaires minoritaires mais privés et qu'à cette occasion-là, c'était beaucoup plus difficile. Dès lors qu'il y a des minoritaires, le droit des minoritaires et le droit des sociétés fait qu'elles sont dans une situation où l'État ne peut plus décider seul. Je retire ma demande de précision, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, des collègues ont demandé la parole et je vais céder la parole à Dominique Delège et ensuite à Jérôme Bacher. Dominique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Premier ministre. Merci de nous avoir éclairés et surtout d'avoir démontré que ce sujet était complexe. Je reprends vos termes. Besoin de transparence, valeur symbolique, politique. Et vous avez employé même le mot serpent de mer sur ce dossier. Moi, ma question, elle porte sur l'aspect politique et la manière dont les parlementaires ont été associés à cette décision ou à ces évolutions. D'un strict point de vue formel, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Parlement a été saisi, mais il a été saisi au détour d'une loi de finances. N'estimez-vous pas qu'il eût été souhaitable que le Parlement puisse s'exprimer, vous savez bien comment on vote la loi de finances, dans des délais très rapprochés, avec une procédure très particulière, très encadrée, avec le fait que nous ne puissions pas toucher à l'équilibre du budget. Ne pensez-vous pas qu'il eût été souhaitable d'avoir un débat dans un autre cadre? Et si je vous pose la question, Monsieur le Premier ministre, c'est parce que
nous avons eu un peu le même sujet avec ADP et la Française des Jeux, où on nous l'a vendu dans le cadre d'un texte de 220 articles, la loi Pacte, et en nous disant, attendez, vous avez 15 jours pour voter, et c'est un paquet cadeau, c'est à prendre ou à laisser. Et donc, il ne faut pas s'étonner après que de tels sujets puissent apparaître comme un serpent de mer, ou que de tels sujets n'apparaissent pas avoir été étudiés dans toute la transparence nécessaire et suffisante. Et donc, ma question, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'associer un peu différemment le Parlement? Merci. Monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le sénateur. Je crois qu'on peut débattre à l'infini sur ce qui aurait été mieux. Le choix que nous avons fait, n'oubliez pas, j'arrive comme Premier ministre au lendemain de l'échec du référendum européen. Je dispose d'une vingtaine de mois actifs pour agir. Et donc, l'ambition du Premier ministre, comme l'ambition de l'époque que j'étais, comme l'ambition de Jacques Chirac, c'est de refaire un certain nombre de choses, de dégager des marges de manœuvre. Et pour dégager des marges de manœuvre, à un moment où l'investissement public était complètement bloqué, à un moment où il était difficile d'imaginer le moindre plan pour revitaliser la croissance, eh bien, en l'absence de marge de manœuvre, il faut les créer. Bon. Donc, le temps est important. Je vous rappelle par ailleurs que ce n'est pas la première fois que le capital de société est ouvert. C'est la 4e fois. Lionel Jospin prend une décision. 2 fois après, en 2002 et 2005, début 2005, 2003 et début 2005, Jean-Pierre Raffarin poursuit dans ce sens. Et je suis donc le quatrième mouvement de mise sur le marché, de cession sur le marché d'une partie du capital des sociétés d'autoroutes. Alors évidemment, j'ai le grand mérite ou le grand défaut d'être celui qui met ce qui reste sur le marché. Donc ça a une valeur symbolique, je le reconnais volontiers. Mais c'est le même exercice. C'est le même exercice. Et dans ce contexte-là, je rappelle que le parallélisme des formes, et vous savez que c'est un élément auquel nous tenons dans notre pays parce que nous aimons le droit et nous aimons aussi les repères, le parallélisme des formes fait que j'ai pratiqué la même règle que celle qui avait été faite par mes prédécesseurs. Et donc j'ai décidé par décret, tout en veillant à ce que la représentation nationale puisse être saisie par la loi de finances, certes, mais aussi au travers de 2 débats, un au Sénat et l'autre à l'Assemblée nationale, où chacun a pu s'exprimer sur ces sujets et dire ce qu'il avait à dire. Donc, vous avez tout à fait raison. Quand faut-il arrêter la pendule? À partir de quel moment a-t-on épuisé un sujet et à partir de quand il faut agir? Alors, tantôt l'État se voit reprocher de ne pas agir assez vite et assez bien, et de temps en temps, on lui reproche, a posteriori, d'avoir agi de façon précipitée. C'est un reproche qui m'a souvent été fait, mais en l'occurrence, je crois qu'il faut savoir arbitrer, et cet arbitrage, il a été fait au vu de ce que nous pensons, et c'est pour ça que j'ai placé cette audition sous l'égide de ce qu'était la stratégie de mon gouvernement. Je dis bien, c'est une décision stratégique. On n'a pas, et c'est là où je ne voudrais pas qu'il y ait dans vos esprits de malentendus. J'ai entendu, et Gilles de Robien est quelqu'un que j'aime beaucoup, il a été mon ministre de l'Éducation et c'est quelqu'un de remarquable. Mais il a fait état de ces 2 rencontres avec Bercy. Ne nous trompons pas sur ces rencontres avec Bercy. Ce sont les rencontres habituelles de tout ministre technique avec le ministre qui tient les cordons de la bourse. Et que Bercy cherche à obtenir davantage d'un ministre dans ce contexte-là, qu'un ministre se prépare, c'est ce que j'ai vécu comme ministre de l'Intérieur, c'est ce que j'ai vécu comme ministre des Affaires étrangères. Mais nous n'étions pas du tout dans ce débat-là. On est dans quelque chose de tout à fait différent en 2005. On est dans une stratégie qui requiert des marges de manœuvre et qui passe par un arbitrage entre faut-il ne rien changer ou faut-il changer quelque chose pour disposer de marges de manœuvre qui permettent de remettre la France en marche. C'est ce choix qu'on a fait, et je l'ai dit, avec un certain succès, puisque nous avons obtenu des résultats et qu'en 2007, nous sommes dans une meilleure situation que l'Allemagne. Donc je crois qu'il faut bien prendre en compte ces éléments. Nous n'avons pas décidé de changer un système optimal
qui fonctionnait parfaitement. Et de ce point de vue-là, je le rappelle, quand j'arrive aux affaires, les dividendes autoroutiers, c'est 332 millions d'euros. Alors certes, Gilles de Robien peut penser que c'est ce qui permet de tout régler et que si on attendait 5 ou 10 ans, on avait une cagnotte. Et ça aussi, ça fait rêver les Français. Mais 5 ou 10 ans, c'était quoi? C'était alors s'asseoir sur le magot qui n'existait pas, en espérant que ce magot arriverait un jour. Et si les taux d'intérêt n'étaient pas passés de 4% à 0, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et si les taux d'intérêt étaient passés à 6%, alors là, oui, François Fillon aurait eu raison de dire ce qu'il a dit, à tort, que l'État français était en faillite à l'été 2007, alors que j'ai laissé un taux d'endettement de 64,3%, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc vous voyez bien, c'est très compliqué. Et nous avons voulu, avec Thierry Breton, assumer en conscience une exigence qui est celle du désendettement. Et alors on me dira, 1% de la dette, ce n'est pas suffisant pour mériter l'effort que vous avez fait. Mais une fois de plus, il n'y avait pas de poule aux œufs d'or. Quand je suis arrivé aux affaires, 332 millions d'euros sur un budget de la FIT d'1 milliard d'euros. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ça veut dire quoi? Le TGV Montpellier, Rhin-Rhône, Bordeaux, Rennes, il n'existerait pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ferait? Les Français sont très contents, à part quelques-uns évidemment qui sont très mécontents du recours au TGV, mais beaucoup des Français aujourd'hui considèrent qu'on a rendu un grand service à notre pays en développant cet outil ferroviaire. Donc je crois qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Nous avons arbitré, parce que nous avons pensé que les marges de manœuvre que nous pouvions dégager étaient utiles, alors que les marges de manœuvre que nous avions, et qu'avait d'ailleurs Gilles de Robien comme Jean-Pierre Raffarin, ils n'étaient pas en situation du moindre investissement public dans cette période, parce qu'il n'y avait pas de cagnotte. C'était une cagnotte virtuelle. Quand vous êtes Premier ministre, les cagnottes virtuelles, c'est sympathique, mais ça ne nourrit pas son homme et ça ne nourrit pas la France. Donc voilà le choix que nous avons fait. Nous avons voulu aller de l'avant. Merci, merci Monsieur le Premier ministre. Jérôme Bascher, cher collègue. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'ai quelques souvenirs de cette époque. Dans le même temps où vous étiez nommé Premier ministre, était en cours un rapport d'information parlementaire d'Hervé Mariton, dont vous étiez proche, qui rend ses conclusions, je crois, le 22 juin, quelques jours après votre discours de politique générale, mais qui, grosso modo, reprend, sans dire explicitement il faut privatiser, un certain nombre des remarques que vous faites. Est-ce qu'il y a une inspiration politique qui est là, sachant que cette mission d'information n'est pas là totalement au hasard, après justement l'échec qu'a rappelé Gilles de Robien et que vous venez de rappeler, de plusieurs tentatives de privatisation. Et donc, n'était-ce pas là quelque chose, à dire, d'un peu commandé et qui arrangeait certaines affaires? Parce qu'il y a une question simple à laquelle vous avez... Il faudrait maintenant y répondre par oui ou par non. Est-ce que cette décision n'était pas, en vérité, purement budgétaire? Vous parlez de la décision qu'on a prise. Et non. Et non, monsieur le sénateur. Je viens d'essayer de l'expliquer. Elle était stratégique. C'est-à-dire que, pour une part budgétaire, mais est-ce que faire des lignes à grande vitesse, c'est du budgétaire? Non. Est-ce que désendetter, c'est faire du budgétaire? C'est tout simplement rappeler aux Français ce qu'on va leur rappeler dans les 5 ans et les 10 ans à venir, à partir d'une France qui va connaître un tsunami économique et financier. On va leur rappeler tout simplement qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous sommes, et il faut bien le comprendre, et c'est pour cela que j'ai parlé de chronocentrisme, nous sommes dans une situation de totale anomalie. Vous comprenez, des taux zéro, de l'argent qui coule à flot et qui ne coûte rien, avec les Français qui ont le sentiment qu'on peut tout faire, tout se permettre, ad vitam aeternam. Mais c'est une situation ubuesque qui ne durera pas. Donc, oui, j'ai été un Premier ministre qui avait les pieds sur terre, qui a respecté une certaine pesanteur budgétaire, économique et politique, qui a fait preuve de responsabilité. C'est parfois plus simple de surfer sur la vague et de dépenser un argent qu'on n'a pas. Ce n'est pas l'idée que je me fais de l'État. Donc oui, de ce point de vue-là,
il y avait une exigence et une politique qui a été celle de la rigueur. J'ai cité Raymond Barre tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard si c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'État des dernières décennies que dans cette période 2005-2007, la dette de l'État a diminué. Donc, uniquement budgétaire, certainement pas, puisque nous avons relancé dans cette période la croissance. Ne l'oubliez pas. Nous menions la bataille de l'emploi. La bataille de l'emploi, et c'est là où il faut faire un tout petit peu d'économie et de stratégie, la bataille de l'emploi, c'est des entreprises qui créent des emplois, parce qu'elles ont des perspectives. Donc il ne s'agissait pas uniquement d'appliquer une règle budgétaire comme on applique un couperet, il s'agissait d'avoir une vision et de renforcer l'économie française. Par ailleurs, on se plaint tous les jours aujourd'hui en France de ne plus avoir d'industrie. On se plaint de ne pas avoir de champions industriels, français et européens. Eh bien, à travers la politique que j'ai menée à l'époque avec Jacques Chirac, agence de compétitivité, pôle de compétitivité, agence de l'innovation industrielle, nous avons fait en sorte, patriotisme économique, nous avons fait en sorte de défendre l'industrie française, de constituer des champions nationaux et européens capables de rivaliser dans les appels d'offres européens. C'est ça qui fait l'économie d'une nation. Alors une fois de plus, nous sommes dans une période, et je le dis avec beaucoup de tristesse, nous sommes dans une période déboussolée. Nous sommes dans une période où on dit et on fait souvent, trop souvent, n'importe quoi. Alors oui, ça peut paraître incongru qu'à l'époque, un Premier ministre, un Président de la République, un ministre des Finances, un ministre des Transports aient pris des décisions fondées sur des exigences. Donc oui, il y avait des exigences, y compris budgétaires. Oui, il y avait une volonté de rigueur. Mais oui, et surtout oui, il y avait une vision. Merci, Monsieur le Premier ministre. Notre collègue sénatrice Michèle Vullien va vous poser sa ou ses questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, merci et merci pour ce plaidoyer que vous venez de faire, parce qu'on n'est pas là en train de juger la politique que vous avez souhaité mener à cette époque. On est en train d'essayer de comprendre comment on en arrive finalement par toute une succession, et j'entends parfaitement ce que vous dites sur on ne juge pas par rapport à l'époque, hein, ça vraiment soyez sans crainte, hein, mais en revanche on est en train de se poser la question comment on en est arrivé au fait que finalement les sociétés concessionnaires eh bien, sont loin d'être perdantes, et comment on peut dans l'avenir, et je crois que monsieur le rapporteur a posé la question, comment faut-il réfléchir pour l'avenir quand on va arriver à la fin des concessions, ces concessions qui, au fil du temps, ont été tellement prorogées de fois, tellement il y a eu des adossements, il y a eu etc. Comment on peut, j'allais dire, arrêter cette mécanique quand légalement cela va arriver à terme, et comment on peut imaginer que l'État reprenne la main tout ou partie hein, en réfléchissant sur d'autres formes que les concessions, des régies intéressées ou autres. Votre point de vue là-dessus, avec le temps qui s'est écoulé, avec la situation actuelle, et comme vous venez de le dire, une situation un peu déboussolée par différentes choses, hein. On est là sur une pandémie qui n'est pas finie, on est à la veille, on est le 9, le 10, on est censé que tout va bien aller d'un point de vue sanitaire. Or, on voit que des clusters sont en train de redémarrer et que des pays referment leurs frontières. Donc je pense qu'effectivement, on est dans une période très, très, très complexe. Mais comment pourrait-on imaginer qu'à la fin des concessions, sans continuer de mettre 6 ans, les adossements c'est terminé, qu'est-ce que vous préconiseriez si vous étiez actuellement aux manettes ? Merci infiniment, Madame la sénatrice. Je crois que vous avez raison. La grande question, c'est de se tourner vers l'avenir. Vous évoquez la situation florissante des sociétés d'autoroutes. Je crois qu'il faut essayer de bien mesurer la situation et de bien rappeler les choses d'abord. C'est vrai que on a fait un procès d'intention aux sociétés d'autoroutes au départ avec des dividendes versés de 2006 à 2013 qui étaient tout à fait considérables, mais n'oublions pas quel est le schéma, quel est le modèle de la concession.
c'est un modèle qui se fait à travers 3 périodes, et il y a en particulier une période qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, et qu'on a oublié certainement dans la première étape, c'est qu'il y a une période où les sociétés d'autoroutes doivent restituer les infrastructures pour, j'allais même pas dire un franc symbolique ou un euro symbolique, le restitue pour 0. Donc, il faut bien voir qu'il y a une vie, une naissance, une vie et puis une mort pour les sociétés d'autoroutes à un moment donné. Et je crois qu'il faut donc comparer ce qui est comparable et en particulier rappeler qu'à l'échéance des contrats pour les sociétés d'autoroutes, il leur faudra d'abord amortir les fonds propres. On a estimé, c'est le chiffre qui est couramment donné, de 24 milliards d'euros. Il faudra régler l'intégralité de la dette des sociétés concessionnaires, qui est estimée de l'ordre de 18 milliards d'euros, et les investissements de renouvellement et de modernisation, de l'ordre de 26 milliards d'euros. Enfin, il faudra rémunérer le capital qui a été investi, car, je l'ai dit au terme, il faudra restituer les infrastructures, ce qui, en cumulant, rien qu'en cumulant la valeur des fonds propres, représente 70 milliards d'euros. Donc, une fois de plus, on a le sentiment que ce qu'était la poule aux œufs d'or a été transféré de l'État aux sociétés d'autoroutes. Il faut prendre en compte ce modèle qui est un modèle particulier, et je ne crois pas que ce soit les péages qui ont fait augmenter la valeur des concessionnaires. Donc on ne peut pas imaginer que l'État tout seul aurait réussi à lui-même s'arroger cette manne financière. Il faut prendre en compte les 2 variables sur lesquelles agissent aujourd'hui les sociétés d'autoroutes. D'abord, le niveau des taux d'intérêt, et je pense que s'il y a un enrichissement que certains qualifient sans cause des sociétés d'autoroutes, c'est dû en grande partie, parce que c'est un modèle financier qu'ils ont mis au point, en grande partie en raison des taux d'intérêt bas. Est-ce que l'État aurait pu profiter de ces taux d'intérêt bas? Ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. Je rappelle que l'AFIT ne peut pas se départir des règles de Maastricht et certainement pas s'amuser à faire de l'ingénierie financière comme le font des sociétés privées. Deuxièmement, la seconde variable, c'est le trafic. Et depuis 2006, le secteur autoroutier a fait face à 2 crises, la crise de 2008 bien sûr, et la nouvelle crise sanitaire de 2020. Donc, vraisemblablement, est-ce que les sociétés d'autoroutes ont le même potentiel de croissance dans les prochaines années? Est-ce que la question de cette cagnotte, de cette manne financière sur laquelle on voudrait remettre la main, est-ce que ça se pose en ces termes? Je crains, ou je pense qu'il y a à bien des égards des illusions de ce point de vue. Donc la vraie question, pour répondre à ce que vous avez posé, qui me paraît fondamental, que faire dans l'avenir? Je crois que dans l'avenir, il faut s'assurer que nous mettons en place un système où toutes les garanties sont prises. Garantie de durée avec clause de rendez-vous, avec la possibilité pour l'État, mais ça existe, on cite toujours l'arrêt du Conseil d'État comme une de l'IVET de 2009, qui permet, en cas de rentabilité excessive, de reprendre la main. Et il y a d'autres clauses, il y avait des clauses dans les cahiers des charges que nous avons fait mettre en 2006 qui permettaient d'éviter aussi certains abus. Donc je crois qu'il y a une garantie qui doit être trouvée sur la durée et le rendez-vous. Et puis, il faudra, lors de la vraie renégociation des contrats, quand ce sera possible, en fin de concession. Et de ce point de vue-là, je regrette, je le redis, qu'on ait allongé par trop ces concessions, parce que c'est bien quand il y aura ce rendez-vous. Et je le redis, ce rendez-vous, malheureusement, n'était pas possible en 2005-2006, contrairement à ce que beaucoup disent. En tout cas, il n'était pas si simple en 2005-2006. Et donc, je crois que c'est les 2 éléments sur lesquels il faut se fonder. Retrouver la main sur la durée. Et les durées longues, dans un État moderne, dans la mondialisation où les imprévus sont nombreux, sont très dangereux. Donc je crois qu'un, il ne faut pas allonger la durée. 2, il ne faut pas abandonner les péages. Je crois que c'est un modèle qui est en question aujourd'hui. Nous voyons bien que la question de l'acceptabilité des péages est posée. Il y a un ras-le-bol des Français devant un système qui, y compris dans ce qui est aujourd'hui les trajets du quotidien, pose question. Néanmoins, c'est un principe qui fonde aujourd'hui l'équilibre du système. Il faut réparer et préparer un nouveau modèle et il faut, et ça c'est un élément clé, bien choisir
de remettre en concurrence l'ensemble des sociétés avant la réattribution. Donc je crois qu'en respectant ces 4 règles, on a de quoi recaler le système autoroutier. Alors, est-ce qu'il faut imaginer la nationalisation des autoroutes, reprendre la main en régie, ce que j'entends ici et là? Enfin, écoutez, si l'État n'arrive pas à faire les moindres travaux, et s'il a payé, parfois à son détriment, très cher en allongement de durée, pour faire par les sociétés d'autoroutes des travaux qu'il aurait peut-être pu faire lui-même, c'est bien parce que nous n'avons pas les moyens. Aujourd'hui, il faut bien voir la réalité des choses. L'État est dans une situation financière où l'idée de reprendre la main me paraît, sauf retour à la vertu qui n'est pas dans l'esprit du jour, très honnêtement sympathique, mais un peu ubuesque. Merci. Je crois que les collègues sénateurs n'ont plus de questions à poser, mais je sais que le rapporteur, il lui en reste quelques-unes. Oui, rapidement, Monsieur le Premier ministre, pour ne pas prolonger trop cette audition, mais en tout cas, elle est très intéressante. Et puis, je redis, vous avez très bien préparé votre sujet, vous défendez très bien les prises de position que vous avez eu à prendre. On partage d'ailleurs vos souhaits d'exigence et de rigueur, en tout cas que vous avez largement démontré. Deux questions complémentaires assez courtes, mais sur la transparence, parce qu'effectivement, il y a une nécessité de transparence qui, visiblement, n'a pas toujours été de mise en matière de concession autoroutière. Vous dites que M. Perben, à l'époque, comme ministre des Transports, avait intégré ces éléments-là dans les exigences vis-à-vis des sociétés concessionnaires. Vous dites que ça n'a pas été mis en œuvre ensuite. Est-ce que, à votre avis, quelles sont les raisons pour lesquelles le concédant, donc les services de l'État, n'ont pas réussi à mettre en œuvre cette transparence et cette clarté, parce que finalement, c'est ce qu'on cherche. On cherche à avoir une clarté. On ne dit pas, quand on a des contrats, il faut que tout soit sur la table, qu'on comprenne bien. On peut avoir des débats, mais des débats sur des choses claires. Et pas des débats sur des choses qu'on ne maîtrise pas très bien. Et je pense que notre commission d'enquête, elle va permettre aussi un peu d'assurer cette clarté. Mais pourquoi finalement ça n'a pas pu être mis en œuvre? Et puis, juste une petite question. Vous parlez de clauses de rendez-vous. Nous pensons aussi que sur un contrat longue durée, il faut des clauses de rendez-vous. Et la fréquence de ces clauses de rendez-vous, selon vous, laquelle serait la plus optimale? Merci, Monsieur le rapporteur général. Je crois que c'est un élément effectivement important que de renforcer la main de l'État. Je prends un exemple de ce qui avait été décidé en 2006. Nous avions prévu que le commissaire du gouvernement puisse participer au conseil d'administration. Or, depuis cette date, le commissaire du gouvernement pratique une politique de chaise vide dans les conseils des concessionnaires. Ça montre quoi? Ça montre que la question des autoroutes et du rapport avec le concessionnaire est traitée à un échelon technique et pas, comme cela devrait être le cas, avec une vision, je ne dis pas politique, mais stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commissaire du gouvernement qui participerait à des conseils d'administration, il doit bien sûr être informé au préalable, il doit bien sûr avoir des instructions de son cabinet et voire d'au-dessus de son ministre. C'est un travail de coordination et de préparation qui est lourd et difficile, mais c'est ça le travail de l'État. Et c'est ça qui a fait défaut. Et je ne veux pas taper sur un État que j'ai servi pendant des décennies, je suis moi-même fonctionnaire, et j'ai un immense respect pour l'État. Mais c'est vrai que beaucoup de choses se sont délitées. C'est vrai que beaucoup de choses qui sont dans la main de l'État ne sont pas faites avec suffisamment d'exigence. Et donc, quand on reprend les clauses contractuelles qui avaient été décidées, par exemple, l'augmentation du montant des pénalités de retard et d'exploitation dues par le concessionnaire en cas de manquement à l'une de ses obligations au titre du cahier des charges, compensation du gain éventuel lié à un décalage dans le temps des travaux prévus. Quand on écoute Ségolène Royal et ce qui s'est passé en 2015, on voit bien que l'État n'a pas fait son boulot. Et ça, je le regrette, évidemment, parce que je crois que ce n'est pas faute d'avoir la capacité, en tout cas juridique, de le faire. C'est parce que cette question des autoroutes est une immense question politique dans notre pays. Et si vous permettez, je vais essayer d'expliquer pourquoi.
C'est une immense question politique. D'ailleurs, depuis que j'ai quitté Matignon, je l'ai bien vu. Il y a une bataille des autoroutes en France. Alors, c'est peut-être pas l'équivalent de la bataille sur le voile à l'école. C'est peut-être pas l'équivalent du prix de l'essence ou de la question des trimestres des cotisations retraite. Mais c'est une bataille sur le plan symbolique. Quand on voit l'affaire des Gilets jaunes, on voit bien que ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Or, cette bataille des autoroutes, elle est le résultat de la pression de 3 circonstances que nous devons constamment avoir en tête. La première, c'est un enjeu de proximité, parce que c'est quelque chose de vécu par tous les Français. C'est un enjeu global, dans lequel on retrouve toutes les problématiques qui sont au goût du jour aujourd'hui, problématiques environnementales, sociales, économiques, politiques. C'est une question concrète sur laquelle viennent se cristalliser tous les débats politiques. Enfin, c'est un enjeu de long terme, parce que c'est un enjeu qui montre l'évolution de nos sociétés et de nos économies, question des taux d'intérêt, rôle de la voiture dans nos sociétés. Donc c'est quelque chose qui, véritablement, crée une cristallisation importante. Voilà pour cette audition de Dominique de Villepin.